Bonjour à toi, c'est Aïcha et aujourd'hui je te retrouve pour te parler de livres. Alors dans ce nouvel épisode, je vais te parler de mes dernières lectures, donc faire un update lecture, te raconter un petit peu ces livres que j'ai lus dernièrement, te les résumer et te dire ce que j'en ai pensé. Alors, je vais faire un disclaimer comme à chaque fois parce que c'est hyper important pour moi. Ceci n'est que mon avis, ce n'est pas des critiques que j'émets à l'encontre de ces livres-là parce que je n'ai pas été formée pour ça. Je donne juste mon avis, je donne juste mes ressentis par rapport à ces livres. Donc voilà, c'est juste un avis d'une lectrice, point barre, parce que c'est très important, le travail de ces auteurs-là m'impressionne et je suis très admirative. Donc je donne juste mon avis sur ces romans. Mais voilà, disclaimer terminé, je vais te laisser avec l'épisode. Alors, pour le premier livre dont je vais te parler de La vie mensongère des adultes d'Elena Ferrante. Et c'est un livre qui va raconter l'histoire de Giovanna qui a 12-13 ans au début du roman. Et un jour, donc à ses 12 ans, elle va entendre son papa dire à sa maman que Giovanna, juste sur un coup de colère, il va dire à sa femme que Giovanna, donc le personnage principal, elle est laide et qu'elle ressemble à sa tante Zia Vittoria. Et donc Giovanna est très marquée par ce propos-là que tient son papa, parce que son père est quelqu'un de très affable, de très, très diplomate, de très beau parleur, et il lui dit tout le temps qu'il aime, qu'elle est belle, que c'est la plus belle, etc. Et un jour, elle l'entend dire ça, ça l'a marqué énormément, surtout à cet âge-là où on est en pleine construction. Donc elle est très marquée par cette phrase-là que dit son père, et donc elle est complètement obsédée par l'idée de rencontrer cette fameuse tante Zia Vittoria qui est la sœur de son papa. Ça c'est un petit peu le topo général. Il faut savoir que Giovanna a grandi dans une famille, c'est la seule fille unique, et elle a grandi donc avec deux parents qui sont professeurs, qui sont embourgeoisés en fait, et voilà, elle a grandi à Naples dans un quartier assez chic de Naples, et Zia Vittoria qui est la sœur de son père, elle a grandi et vit dans un quartier beaucoup plus populaire de Naples, et donc Giovanna va devoir être confrontée, si elle veut rencontrer Vittoria, à des familles, à des personnages qui sont issus du Naples populaire. Alors, mon avis est très positif, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. Bizarrement, je ne me suis pas attachée tant que ça au personnage. J'ai adoré ma balade à Naples, c'est assez incroyable, la ville est super bien décrite. Autant le côté bourgeois, chic de la ville que le côté beaucoup plus populaire de la ville. On s'attache aux deux côtés. J'ai adoré découvrir cette ville-là de cette manière-là. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle façon de voir Naples. Elle est très bien décrite. Ouais, super. J'ai l'impression que Naples était mise en valeur avec ce livre-là, donc j'ai adoré ça. Par contre, vraiment ce livre-là m'a énormément fait penser à L'Amie prodigieuse, qui est une saga que j'ai lue d'Elena Ferrante. Je sais pas pourquoi Giovanna est sa meilleure amie, parce que Giovanna dans le livre, elle a deux meilleures amies qui sont les filles d'un couple d'amis de ses parents, qui sont Angela et Ida, donc ce sont ses meilleures amies. Et j'ai l'impression que le duo Giovanna et Angela me fait énormément penser au duo Elena et Lila dans L'Amie prodigieuse. J'ai l'impression que c'est exactement les mêmes rapports, plus ou moins assez ambigus, très particuliers, qu'entretenait Elena avec Lila. Cet ascendant aussi de l'une envers l'autre. J'ai l'impression que c'est Angela qui a beaucoup d'ascendant sur Giovanna, tout comme Lila avait de l'ascendant sur Elena. Mais voilà, ça c'est un parallèle que j'ai fait très rapidement et de manière très marquée, parce que j'ai vraiment l'impression que ça me rappelle cette histoire-là. Et je suis quasiment sûre, vraiment je pourrais mettre ma main à couper, que La vie mensongère des adultes aura une suite. J'ai l'impression que ça ne peut pas en être autrement, vu la fin de ce livre-là. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore parti pour une saga avec plusieurs tomes. Je me réjouis à l'idée de retrouver ces personnages-là, donc de Giovanna, ses parents aussi. J'ai beaucoup aimé les relations intrafamiliales qui sont très compliquées. Voilà, les relations entre ses parents est très très particulière. Enfin, la relation est très particulière, et aussi avec ce couple d'amis aussi. Enfin, c'est vraiment tout un micmac entre tous ces personnages-là. Après, Zia Victoria n'aime pas du tout son frère, qui est donc le papa de Giovanna, et du coup,
de part et d'autre, on a des versions différentes de ce qui s'est passé. C'est assez particulier, on va rencontrer beaucoup de personnages. Tout comme l'ami prodigieux, j'ai l'impression que vraiment, il y a beaucoup de personnages, mais on n'est absolument pas perdu. Hein. Les personnages reviennent assez facilement et on arrive à suivre ça. À la fin du livre, Giovanna a 16 ans, il me semble, et donc on suit 3-4 ans de la vie de cette petite fille dans ce livre-là. J'ai beaucoup apprécié, encore une fois, beaucoup aimé le personnage de Giovanna, qui est très intéressante, qui est un personnage assez riche, donc j'ai beaucoup aimé. Et donc, comme tu le devines, c'est vraiment un livre que je ne peux que te conseiller, que j'ai beaucoup aimé. Si tu as aimé L'Amie prodigieuse, tu vas adorer ce livre-là, vraiment. Je ne sais pas s'il te rappellera comme moi l'amie prodigieuse, mais moi j'ai vraiment fait ce parallèle-là assez rapidement. Donc voilà, ça c'était mon avis pour ce premier livre. Alors pour le deuxième livre, je vais te parler de Le crime du comte Neuville d'Amélie Nothomb. C'est l'histoire d'un certain Henri qui est le comte Neuville, qui à la suite de la fugue de sa fille, de son adolescente qui a je pense 17 ans, va aller la récupérer chez une voyante, et cette fameuse voyante va lui prédire qu'il va commettre un meurtre lors de la réception qu'il organise chaque année, donc qui approche à grands pas, et elle va lui dire qu'il va commettre un meurtre. Cette idée de commettre un meurtre lui prend énormément la tête, jusqu'au jour où sa fille va lui venir en aide, si tu veux. Donc sa fille qui s'appelle Sérieuse, qui est la fameuse adolescente qui a fugué, pour se proposer d'être tuée, elle, parce que voilà, Henri ne savait pas quelle invité choisir pour tuer, parce que vraiment cette prophétie, entre guillemets, prend énormément de place dans sa tête, et donc Sérieuse se porte volontaire pour être tuée, parce que de toute façon elle n'est pas heureuse, elle est très triste, voilà, elle ne se sent pas bien dans sa vie, dans son corps, dans sa tête, donc elle se dit ok, c'est bien, lui il a besoin d'une victime et moi j'ai besoin que quelqu'un me tue. Alors ce n'était pas mon meilleur Amélie Nothomb, moi j'aime beaucoup Amélie Nothomb, j'en ai lu plein. D'ailleurs dans le premier épisode du podcast je disais que Amélie Nothomb j'avais lu une quinzaine de livres, mais pas du tout, parce que j'ai recompté les livres que j'avais lus et j'en ai lu 10. Donc avec celui-là ça fait 10 romans, donc on est loin des quinzaines, mais j'ai quand même lu beaucoup d'Amélie Nothomb, je l'aime beaucoup, c'est une auteure que j'adore. Et à chaque fois, je trouve qu'elle construit une ambiance toute particulière dans ses livres, que je ne retrouve d'ailleurs que dans ses livres. J'ai bien apprécié ma lecture, je l'ai trouvée très bien. La fin est complètement inattendue, je l'ai trouvée très gaguesque, très, très potache. Ça m'a rappelé un film de Louis de Funès, mais un de ces films où vers la fin ça s'accélère très vite, où le rythme est très accéléré, très maladroit, où ça se passe super vite. D'ailleurs, durant ma lecture, je me disais, mais quand est-ce que les événements vont s'enchaîner, parce qu'on n'aura pas le temps, le livre est très court. Voilà, Amélie Nothomb n'aura pas le temps de traiter tout ça. Et finalement, elle y arrive comme à chaque fois. D'ailleurs, ces livres me font ça, parce qu'ils sont très courts, et ils sont quand même denses en contenu, mais j'ai toujours peur de manquer de pages, en fait, avec ces romans-là. Et pourtant, non, à la fin, elle réussit toujours à conclure l'histoire. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé, encore une fois, ce n'est pas mon meilleur Amélie Nothomb, en tout cas celui que j'ai préféré. Il n'est clairement pas dans mon top 3, mais j'ai adoré rencontrer Henri, rencontrer Sérieuse, rencontrer cette aristocratie belge, rencontrer tous ces noms de famille que je ne connaissais absolument pas. D'ailleurs, je savais même pas que Nothomb c'était un nom de famille aristocratique, parce que selon le livre, ça l'est. C'est une grande famille. Ouais, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, c'est très rapide, ça se lit hyper facilement. On s'attache bien aux personnages, comme je te le disais. C'est vraiment, ça nous montre une toute autre facette de l'aristocratie, ces gens-là qui sont très très attachés à l'étiquette, très attachés aux personnages, très attachés à leur bien, très attachés à leur nom, très attachés à l'image qu'ils renvoient. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là du livre. Après, Sérieux, c'est un personnage qui est adorable. Henri aussi est un personnage qui est adorable. Et on ne comprend pas, moi j'ai été un peu perdue, je me dis, mais pourquoi donne-t-il autant d'importance à une bête prédiction d'une bête voyante, mais ça prend énormément de place dans sa tête, et c'est drôle parce que dans ce livre-là, Amélie Nothomb nous raconte plein de meurtres qui se passent dans l'aristocratie lors d'événements de ce genre-là. Et c'est assez drôle, il y a vraiment plein d'anecdotes que je ne connaissais absolument pas. Après, je ne sais pas le qualificatif du réel, mais j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois,
c'est un livre qui se lit hyper facilement, hyper rapidement. Si tu aimes Amélie Nothomb, tu vas aimer ce livre-là. Voilà, je ne peux qu'être positive pour ce livre-là. C'est une chouette lecture, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et j'ai beaucoup aimé les personnages, donc je pense que c'est ce qu'on demande à un livre. Et pour le 13e livre dont je vais te parler, c'est Un loup quelque part de Amélie Cordonnier. Alors c'est l'histoire d'une jeune maman qui est maman de 2 enfants. Donc la première petite fille s'appelle Esther et le deuxième c'est un tout petit bébé qui s'appelle Alban. Elle est mariée à Vincent, donc tout se passe bien dans sa vie. Alban était une grossesse qui n'était pas désirée de base, en tout cas qui est inattendue. Mais voilà, l'arrivée du bébé l'a enchantée par la suite et Alban arrive. Donc tout se passe bien jusqu'au jour où la maman découvre une petite tache un peu foncée sur le cou du bébé, donc d'Alban. Et là, ça l'inquiète énormément. Elle l'emmène plusieurs fois chez le pédiatre. Et un jour, le diagnostic tombe, un diagnostic complètement inattendu, complètement assez improbable selon elle. Et donc, le diagnostic tombe et elle le prend très 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 mal. Elle n'arrive pas à comprendre comment cela puisse être le cas. Elle est très inquiète aussi pour Alban. Et ce diagnostic-là va l'amener à découvrir quelque chose sur sa vie personnelle à elle. Donc c'est très particulier comme ambiance, c'est une ambiance très malsaine. J'ai trouvé que la plume de l'auteur est assez... Moi je ne suis vraiment pas fan de cette plume-là. C'est le premier que je lis d'Amélie Cordonnier, c'est d'ailleurs le deuxième de l'auteur. J'ai eu beaucoup de mal avec cette plume-là. En fait, je m'attendais à autre chose parce qu'on devine qu'il va y avoir maltraitance et il y a maltraitance envers ce petit Alban du fait de ce diagnostic-là. Mais c'est une maltraitance qui est très insidieuse, très... En fait, j'ai l'impression que la maman, qui d'ailleurs n'a pas de prénom dans le roman, donc tous les personnages ont un prénom sauf la maman. Et je sais pas, c'est très bizarre, c'est très révoltant comme lecture parce qu'on a énormément de compassion, on est très triste et révolté de voir cette maman agir comme ça avec son bébé qui donc évidemment n'a rien demandé. Mais à côté de ça, on essaie de la comprendre en disant mais oui, c'est bouleversant, c'est complètement... C'est très triste aussi qu'elle apprenne ça de cette manière-là. C'est très déroutant d'être comme ça dans cette dichotomie, de se dire oui, c'est quand même horrible ce qu'elle fait à son fils, hein. C'est une mère indigne, mais à côté de ça, oui, mais voilà, à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais peut-être pas fait ça, mais est-ce que je l'aurais aussi bien pris que ce que je voudrais qu'elle le prenne bien? Est-ce que c'est très français ça? Non. Mais voilà, encore une fois, je n'ai pas du tout accroché à la plume, je l'ai trouvée très incisive. Ouais, c'est très tranchant, c'est assez bizarre. Ça claque comme ça, comme des coups de fouet, c'est assez incroyable. Voilà, les événements s'en arrêtent de manière quand même progressive, mais je sais pas, il y a beaucoup de cynisme dans cette plume-là, beaucoup d'ironie. J'ai l'impression que c'est vraiment une plume qui... J'aurais préféré plus de pudeur dans le propos, alors que c'est très cynique, c'est très sarcastique par moments, ça décrit les choses de manière assez crue et très inélégante. En tout cas, c'est mon avis à moi. Après, c'est peut-être le parti qu'a pris Amélie Cordonnier, donc l'auteur. Elle voulait que ce soit impactant, elle voulait que ce soit... déroutant, elle voulait que ce soit assez malaisant pour utiliser un terme nouveau, mais ouais, j'ai eu un peu de mal avec la plume, je l'ai trouvée ça ne m'a pas du tout plu. En tout cas, c'est une plume qui ne m'a pas du tout donné envie de découvrir Amélie Cordonnier, en tout cas de lire son premier roman, parce que non, j'ai eu beaucoup de mal avec cette plume-là, avec ce parti-là qu'a pris Amélie Cordonnier. J'ai l'impression que j'aurais préféré qu'elle aborde ce sujet-là, qui est un sujet terrible, hein, je suis d'accord, mais qu'elle l'aborde avec beaucoup plus de délicatesse, beaucoup plus qu'elle l'enrobe un petit peu de plus de bienveillance. Encore une fois, c'est sûrement un parti pris de l'auteur, mais bon, moi ça m'a un petit peu dérangée, donc voilà. Mais en gros, l'histoire est quand même évolue très bien, elle évolue de manière progressive, on n'est pas perdu, on comprend tout ce qui se passe, donc ça c'est le point positif. Et on est en empathie, mais en même temps on déteste ce personnage de la maman. Et aussi j'ai trouvé ça hyper bien fait de ne pas nommer la mère. J'ai trouvé que c'était assez bien pensé parce que elle reste elle.
il n'y a pas ce contact direct entre le personnage de la maman et nous, vu qu'on ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son identité. On connaît tous les gens qui l'entourent, sauf elle. Elle l'humanise un peu moins, je trouve, que les autres personnages, et c'est ça qui est intéressant. Mais voilà, donc assez positif. Enfin, moi, la plume ne m'a pas plu, mais l'histoire est quand même très intéressante. Elle doit être lue parce qu'elle traite un sujet assez douloureux. Alors pour le prochain livre dont je vais te parler de Les Victorieuses de Laetitia Colombani, qui va raconter l'histoire de Solène, qui est une jeune avocate de 40 ans, qui à la suite du suicide de son client, va faire un burn-out complet, dépression, burn-out. Et là, elle essaie de remonter la pente avec son psychiatre, qui donc lui conseille de faire du bénévolat. Voilà, pour redonner du sens à sa vie, pour essayer ne serait-ce que de sortir de chez elle, parce qu'à cause du burn-out, elle est très enfermée, très renfermée. Voilà, elle reste beaucoup chez elle se désociabilise complètement, déjà qu'elle ne part plus travailler, mais donc il lui conseille le bénévolat, et là elle se retrouve écrivain public dans un foyer pour femmes en difficulté, et elle va rencontrer toutes ces femmes-là, les fameuses victorieuses. Et on a à côté de ça l'histoire de Blanche Perrand, qui est un vrai personnage, qui est une vraie personnalité historique, qui elle a mis en place donc ce fameux foyer pour femmes en difficulté. Alors, mon avis est assez positif, mais il l'a été vers la fin. J'ai eu beaucoup de mal à entrer dans l'histoire. Je l'ai trouvé assez... qu'elle allait dans le pathos parce que j'ai l'impression que tous les personnages de ce fameux foyer de femmes, donc toutes ces femmes-là sont très caricaturales. Je ne dis pas que les vécus de ces femmes-là n'existent pas dans la vraie vie ou pas du tout, mais je trouve que le trait est très appuyé, mais j'ai quand même apprécié ces femmes-là, ces rencontres-là, je les ai trouvées très chouette, très vivante, un peu moins Solène. Solène, c'est la femme un peu bourgeoise qui découvre des femmes en dessous de sa condition qui, oh miracle, sont tout à fait adorables, sont tout à fait instruites, ont un vécu incroyable, lui apportent énormément, alors qu'elle les aurait jamais regardées dans la rue. Mais bon, soit, encore une fois, ça c'est caricatural. Mais à côté de ça, Blanche Perrand, les gars, Blanche Perrand, j'ai adoré cette personnalité que je ne connaissais absolument pas. J'ai adoré Blanche, j'ai adoré les passages. Alors il y a certains passages qui m'ont beaucoup ennuyée, mais il y a d'autres passages que j'ai trouvé hyper intéressants. Et d'ailleurs c'est ça qui m'a fait aimer lire après, par la suite, vers la fin. C'est parce que Blanche Perrand est une personnalité, je ne peux pas dire personnage parce qu'elle a existé. C'est une personnalité que j'ai beaucoup aimée, que j'ai beaucoup appréciée. Donc le livre a commencé très mal pour moi et il s'est rattrapé par la suite parce qu'il faut savoir que je l'ai commencé et comme je m'ennuyais en fait dans l'histoire, j'ai lu 2 autres livres, donc le livre d'Amélie Nothomb et le livre d'Amélie Coordonnées dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Et pour enfin revenir à ce livre-là et le finir, et j'ai bien fait de le finir parce qu'à la fin je l'ai quand même apprécié, mais c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant du point de vue historique, c'est surtout ces passages-là que j'ai aimés. Après, les personnalités, enfin les personnages qui sont dépeints dans ce livre-là, je les trouve trop caricaturaux. Encore une fois, je ne connais pas ce milieu-là, mais je devine que ces profils-là existent dans la vraie vie. Mais j'ai l'impression qu'elle a fait un petit panel de profils qui puissent exister dans ces fameux foyers et qu'elle nous les a balancés comme ça. Il y a, je pense, 5 ou 6 personnages en plus de Solène. C'est des personnages qui sont très attendrissants, très intéressants, mais je les ai trouvés beaucoup trop caricaturaux. Mais sinon, le livre est assez intéressant. En tout cas, le point de vue historique qui est traité dans ce livre est génial, donc je ne peux que te le conseiller. Et pour finir, je vais te parler de Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. Alors c'est le premier livre que je lis de Virginie Grimaldi et dans ce livre-là, nous allons suivre 2 personnages. Lily, qui est une toute jeune maman qui vient juste d'accoucher d'ailleurs au début du livre. Elle accouche d'une petite fille malheureusement prématurée et donc qui va être prise en charge au service de néonatologie. Et à côté de ça, on a une maman de 2 grands jeunes adultes qui s'appelle Élise et qui est maman de Thomas et de Charline. On a ces 2 parcours-là d'Élise et de Lily. Donc Lily à l'hôpital, accompagnant sa petite fille, vivant une période de postpartum. C'est
les deux personnages sont très attachants. Lily est très attachante, Élise est très attachante, même les enfants d'Élise sont très attachants. Et aussi, ça nous plonge, Lily, en tout cas le personnage de Lily, nous plonge dans le bain des services de néonatologie, dans ce stress-là constant qu'ont les parents pour leurs enfants, tout bébé, en tout cas prématuré d'ailleurs, et donc très fragile dans la vie. Et menacée en fait, et j'ai beaucoup aimé parce qu'on rencontre beaucoup de parents différents que Lily va rencontrer dans ce service de néonatologie. Ils vont tous se serrer les coudes, tous essayer de se relever et de se tirer vers le haut, voilà, de se rassurer. Je trouvais cet esprit humaniste très généreux, très altruiste, très très beau. Alors moi je n'ai pas connu ce genre de service là, mais je me doute bien que ces parents-là vont entretiennent des rapports particuliers parce que ils se comprennent très bien entre eux. Donc j'ai beaucoup apprécié. Et à côté de ça, on a Élise qui se voit quitter par ses enfants, qui donc vole de leurs propres ailes et la quitte. J'ai trouvé très attachante, un peu chiante aussi avec ses enfants parce qu'elle est très collante. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage d'Élise. Le personnage d'Élise m'a rappelé le personnage de Solène avant parce qu'elle aussi va faire du bénévolat pour un peu tromper son ennui à cause de la maison vide. Elle se retrouve sans ses enfants toute seule dans un appartement dans lequel elle a quand même vu grandir ses enfants. Donc j'ai trouvé ça hyper attachant, très mignon. C'est le premier livre de Virginie Grimaldi que je lis et je l'ai trouvé vraiment doux, comme son nom l'indique. Je l'ai trouvé hyper touchant, très beau. L'histoire est très touchante et le final, j'ai été sciée en deux parce que je n'aurais jamais deviné ça. Je pense que ceux qui lisent du Virginie Grimaldi souvent doivent l'avoir deviné, mais moi, absolument pas, mais aucunement, rien. Je n'avais pas du tout vu venir ça. C'est bizarre, mais pourtant il y avait un truc qui me disait mais pourquoi elle ne donne pas cette information qui au final s'est avérée capitale pour le dénouement de l'histoire. Donc, mais j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Ça ne m'a pas donné envie de redécouvrir de découvrir en tout cas d'autres Virginie Grimaldi. C'est un joli roman feel-good qui fait du bien au moral, qui est tout en altruisme, tout en humanisme, tout en positivité, tout en bonheur, tout en joie et tout en découverte de personnages adorables. Donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Donc voilà. Donc avis très positif. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est vraiment une lecture très très facile, ça se lit hyper vite. Mais voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode te plaira, te divertira, en tout cas t'aura plu et t'aura diverti. Merci de m'écouter jusque là, ça me fait super plaisir. Et il y en a plein qui m'ont rejoint dernièrement sur Instagram, donc si tu fais partie de ces personnes-là, merci de m'avoir rejoint, ça me fait très très plaisir. Et voilà, je te laisse, je te dis à bientôt, j'espère, dans 2 semaines normalement, si tout se passe bien. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à m'en faire un retour, ça me ferait super plaisir. Mais voilà, je te laisse, bisous.